Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver mercredi, émission éducative de confinement. Ce sera rigolo de la regarder dans l'histoire, celle-là, si vous la regardez surtout totalement dans un autre contexte qu'aujourd'hui. En tout cas, vous vous souviendrez du coronavirus, tout ça, ça vous fera un petit rappel très rigolo. Bref, aujourd'hui, on est donc dans un contexte totalement propice, donc cette émission qu'on voulait faire depuis un petit peu pas mal de temps. On change les timings, on la fait passer un peu avant d'autres priorités, puisque l'heure est grave. Non, je déconne. Mais il faut s'attaquer à ça aujourd'hui. Donc la partie stock picking. Comment on fait un stock picking? Alors, j'entends bien, comme toujours, il y a autant de méthodes que de traders. Moi, j'essaie juste de vous expliquer celle que je vais mettre en place. Euh, c'est la première fois que je le fais dans ce contexte-là, donc évidemment toujours avec beaucoup de recul, mais j'ai quand même pas mal d'expérience et les mécanismes de spéculation restent plus ou moins quand même les mêmes. Il y a des petites variations selon les différents time frames. Mais voilà, donc c'est la première fois que je vais faire un stock pick de début de cycle économique en espérant que je ne me sois pas planté, bien entendu. L'avenir nous dira, je vais essayer de vous expliquer comment je mets en place la gestion du risque par rapport à ce risque éventuel que je me plante, puisqu'il s'agit donc encore une fois non pas de prédire le futur, mais on va dire de prédire les futurs les plus probables et d'essayer de s'ajuster en fonction de ça. Euh, donc, il y a souvent ce qu'on appelle un stock picking. Il y en a plusieurs à faire dans un cycle économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un stock picking, il y a toujours plusieurs stock picking, tout comme on n'achète pas et on ne vend pas à un marché de la même façon tout le temps. Il y a plusieurs contextes. Et bien dans le stock picking, c'est pareil. Il va y avoir trois contextes globaux de stock picking, puisqu'en général, il y a trois phases d'achat dans un cycle économique. On part toujours du principe qu'un cycle économique, c'est une tendance. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il y ait des cycles économiques à plat sur certains actifs. Comme je dis souvent, le Forex, c'est des ranges et on passe les cycles économiques à balayer un peu dans un sens puis dans l'autre, toujours dans les mêmes bornes. Si on parle ici donc d'activités économiques pures, donc d'entreprises et d'actions, etc., ce dont on va parler aujourd'hui, c'est toujours de la tendance. Donc on produit toujours plus de richesses que le cycle économique précédent, enfin en tout cas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Peut-être que ça changera dans le monde futur, mais j'ai encore toujours beaucoup de doutes quant à ces prophéties de la fin du monde. Mais qui sait? Donc, on parlera un peu, peut-être aussi un jour, de comment naviguer les macrocycles. Peut-être que ça, on le fera et ça pourrait être intéressant, mais on a encore pas mal d'années, à mon avis, avant de faire ça. Euh, donc voilà, stock pick, trois points d'achat, tout simplement comme en fait, si vous appliquez votre stratégie de tendance, donc là je vais aller beaucoup plus vite, si vous n'avez pas vu l'émission sur la tendance, vous laissez tomber. Vous regardez l'émission sur la tendance d'abord, parce que là évidemment on va appliquer beaucoup des règles que je vous apprends dans la structure de tendance. Donc tout comme dans une tendance, si on vous disait, rationnellement parlant, c'est quoi les trois points d'achat dans une tendance? C'est le point bas en reverse, d'acheter l'accumulation et derrière de prendre le pullback en fin de tendance avant de récupérer l'intégralité de ses gains et de recommencer entre guillemets le cycle. Achat, renfort, renfort, sortie. Alors dans l'ordre c'est plutôt achat, TP, renfort, prise de profit très maigre, renfort, prise de profit marginale, beaucoup plus importante. D'accord, sur le haut du cycle, on revend une bonne partie de ces actifs puisqu'on les rachètera évidemment derrière après la crise. Alors, évidemment, c'est très beau sur le papier, puisque si on dit ça, vous dites, c'est parfait, du coup tu achètes en bas, tu sors au milieu, puis tu... Enfin, voilà, non, évidemment, toujours pareil, on ne sait pas. Donc on regarde un graphique passé, on se dit, bah oui, c'est là qu'il fallait, et puis en fait, quand on est dessus, c'est toujours beaucoup plus compliqué de se dire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc c'est tout l'art de la spéculation, la gestion du risque, c'est de dire, on cherche à attraper une zone de prix spécifique avec un timing spécifique, en espérant être sur la zone où ça va se renverser, mais on n'en sait fichtrement rien. Donc, il faut gérer le risque de se planter. Combien on prend sur la taille de position, tout ça, quel est le risque associé à la probabilité d'échec, si on valide où est-ce qu'on devrait aller, voilà, toutes ces questions-là qu'on pourrait se poser naturellement dans la tendance, on se reposera les mêmes dans la structure de picking et comment gérer le picking de ces actions. Donc tout ça, je ne vais pas tout simplement refaire le cours sur les tendances, puisque je vais me contenter de vous dire qu'un stock pick, c'est ni plus ni moins que la gestion d'une tendance à moyen terme. Et dans ce cas-là, ça reste une tendance. Donc on cherche effectivement à choper un trade en reverse. C'est le plus compliqué, c'est évidemment celui où on ne met pas 100% de son capital. Donc on va y aller très simple. Jour d'aujourd'hui, j'ai réalisé la plupart des achats que je veux faire en stock pick sur cette zone-là. La plupart ont déjà réagi plus que favorablement, donc en tout cas j'ai pu sécuriser la plupart de ces trades et prendre quelques petits profits au passage.
Je vous expliquerai la méthodologie qui a été faite en détail et tout ça, tout ça. Et surtout, il y a une règle, encore une fois, à très bien comprendre, c'est quand on fait un stock pick de fin de cycle consolidant, c'est-à-dire de fin de crack, appelez ça comme vous voulez, crack, consolidation, bear trend, voilà, peu importe le mot, en fait, on s'en fout. On va dire fin du cycle précédent, mouvement consolidant, et on retrace, on va dire entre 30 et 75%, ça dépend des mouvements consolidants, ça va même des fois plus que ça. Là, on est donc dans un cycle pour l'instant faiblement consolidant, mais ça pourrait aller plus loin, oui. Donc, la règle numéro 1, c'est dans ces positionnements-là, déjà d'une, on accepte le fait d'avoir tort, mais on ne peut pas mettre de stop loss. Donc, il s'agit bien évidemment de buy and hold. Donc, la question ici n'est pas de savoir où est-ce que j'invalide la stratégie, mais quelle est la part relative du capital que je veux investir. D'accord ? Il faut vraiment apprendre que quand on fait de l'investissement, c'est la seule différence que vous allez avoir avec la partie spéculative qu'on traite sur les tendances. On va utiliser les mêmes méthodologies, les mêmes signaux, les mêmes timings, les mêmes trucs comme ça, le cycle, les momentum. Mais la différence ici, c'est qu'il n'y a pas de stop loss. Parce qu'on ne revendra jamais ces trucs-là. Le but est vraiment d'investir. Et c'est plus de dire, on verra ce que ça donnera dans un an. D'accord. Et si dans un an cet actif n'a pas fonctionné, là éventuellement peut-être que le capital sera mieux alloué ou en tout cas pourra servir à produire plus de rendement ailleurs. Et dans ce cas-là, en fait, on en vient à sortir le capital d'un actif, encaisser sa perte pour le mettre ailleurs. Mais uniquement sous cette condition. C'est-à-dire qu'on ne définit pas une invalidation par un niveau de prix. Alors ça va vous paraître très dur. Je dis, mais dans ce cas-là, c'est n'importe quoi. Si tu achètes un truc à 50$ et qu'un an après, ça vaut plus que 5, et ben ouais, tu as perdu 90% de la valeur. Et alors ? Est-ce que c'est grave? En soi, pas vraiment, parce que tout dépend ce que représente en part de capital 90% de la valeur de cette action-là. Si vous n'y avez octroyé que 2% de capital, 2% de votre capital à cette action, même si elle a perdu 90% de sa valeur, en soi, vous avez perdu 1,8 quoi. Voilà. 1,8, 1,9, ça vous avez perdu que dalle quoi. Donc c'est pas grand chose en réalité. Il y a toujours des erreurs dans un stock pick, c'est-à-dire quand on stock pick, on ne fait pas que de choper les leaders de la course suivante. Hein. Vraiment loin de là. Le but c'est de répartir intelligemment son capital. C'est toute là la logique de stock picking dont on va parler aujourd'hui. Ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc cette émission de stock picking, si vous avez bien compris le principe de cette intro, il y en aura 3. Aujourd'hui, on va traiter de la première, c'est-à-dire le stock pick de fin de cycle consolidatif, c'est-à-dire le moment où on commence à repositionner tout doucement son portefeuille. Comment on le fait, dans quel contexte, quel cadre on le fait, quel type d'exposition, quel type d'actifs et quelle répartition. C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans les live rooms, etc., j'ai déjà largement dégrossi ce travail-là, mais au moins aujourd'hui, ce sera synthétisé dans une vidéo avec un replay et tout le monde pourra l'avoir. Et donc, il y en aura 2 autres où on fera la partie accumulation, c'est-à-dire celle qu'on retrouvera théoriquement dans 1 à 2 ans, où il faudra justement faire le bilan des réactions positives, négatives, neutres et réallouer le capital, enlever l'argent de certaines valeurs qui seront peu performantes pour le mettre sur des valeurs qui auront un petit peu mieux réagi, pour cette fois se projeter dans le cycle économique. La vraie partie tendancielle d'un mouvement de cycle économique, qui est généralement donc la phase qui suit. Entre guillemets, pendant un an et demi, là, on va tester des réactions de marché. Certaines entreprises vont gagner des parts de marché, d'autres vont en perdre, et il faudra réallouer le capital en fonction de ce qui se sera produit durant cette période. Donc, ça, c'est l'objectif de cette phase-là. Se positionner en spéculatif, acheter plusieurs choses. Donc, le principe ici de la gestion du risque, c'est la répartition. Quand on fait un stock pick, on n'achète pas 3 valeurs. Quand on fait un stock pick, on achète au moins 10 à 20 valeurs. C'est le minimum pour qu'il y ait une gestion du risque. Tout comme je vous dis, on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur un trade, mais sur 10-20 trades, c'est déjà mieux. L'aspect statistique commence à émerger. Maintenant, c'est encore pas une fois optimum. Il vaudrait théoriquement même mieux acheter 100 valeurs, mais par contre, le problème, c'est qu'il y a souvent beaucoup moins d'opportunités que ce qu'on voudrait dans un stock pick. Ou alors un vrai bon stock pick nécessitera beaucoup plus de temps. Et donc d'acheter des valeurs plus petites, c'est-à-dire d'aller taper dans de la PME, alors que moi personnellement, en fin de crack, je n'achète pas de la PME. Au contraire, j'achète plutôt du gros. D'accord ? Donc première des règles que je vous insuffle ici, achetez toujours du gros. D'accord ? Ou en tout cas, on va dire, au mieux de la mid cap, si vraiment vous êtes chaud, mais on n'achète pas de small cap dans une phase comme ça. La small cap, on la prend après, je vous expliquerai ça dans la prochaine émission. Donc le principe, c'est rester sur les grosses caps. Maintenant, qu'est-ce qu'on achète, comment on répartit?
Donc la question, c'est évidemment, si on met tous ses œufs dans le même panier, on ne fait pas de gestion du risque, ça revient ni plus ni moins qu'acheter 3-4 fois le même actif. Maintenant, bon, c'est pas exactement la même action, mais si vous achetez dans le même secteur d'activité, ça revient quand même à leverager la position. C'est-à-dire, même si vous mettez 2% de capital sur une valeur, puis 2 sur l'autre, puis 2 sur l'autre, puis 2 sur l'autre, il y a de fortes chances qu'elles évoluent plus ou moins toutes ensemble. Donc, autrement dit, au lieu d'avoir 2%, 2%, 2%, vous avez en vrai 10% dans le même, pratiquement le même truc. Ce qui là, pour le coup, n'a plus rien à voir avec du stock picking. Donc stock picking, il faut répartir sur différents types de secteurs d'activité. Ensuite, restez donc, comme on l'a dit, sur des valeurs relativement tangibles et solides. Parce qu'il y a souvent une chose, quand on sort d'un cycle consolidant, c'est ce qu'on appelle cash is king. C'est-à-dire qu'en général, on ne recherche pas des valeurs trop endettées. D'accord? Donc ça va être la première des règles. Je vais essayer de voir, parce qu'il me semble qu'on peut voir maintenant les aspects techniques. Donc là, par exemple, si je ne sais pas, on prenait voilà, Kering. Il me semble qu'on peut avoir les détails là tout ici maintenant. Non, on les a pas ici. Ah si. Ah voilà. Ok. Alors c'est le ratio dette sur bénéfice qu'il faut retrouver. Alors comment ils appellent ça en anglais déjà? On pose une seconde. Ah, voilà. Donc c'est ici que vous le retrouvez. C'est ce qui s'appelle debt to equity ratio. Alors c'est pas forcément très très représentatif, mais ça vous donne voilà très rapidement un ordre de grandeur. Et c'est surtout quand on vous parlera du ratio dette sur equity, vous saurez de quoi on parle. Donc l'equity, encore une fois, c'est quoi dans ce cas-là? Là, c'est ce qu'on appelle la market cap, c'est-à-dire qu'on prend en fait la valeur de marché de l'entreprise et on fait un ratio de sa valeur de marché par rapport au montant global de sa dette. Donc là, grosso merdo, ça fait entre guillemets, on prend la net debt, d'accord, pas le total de dette, mais on prend donc le net debt, 7, je crois, hein, à pas dire de conneries. Alors encore une fois, moi j'ai pas fait HEC, hein, donc je peux commettre tout un tas de conneries à ce niveau-là, mais bon, globalement, ça doit rester pas trop loin de la réalité. Mais voilà, je vous invite quand même à revérifier les informations que je balance ici, et c'est surtout, si un vrai HEC vous dit que j'ai dit une connerie, croyez-le lui plutôt que moi dans ce cas-là. Évidemment, donc voilà, la market cap, alors je sais que normalement dans le ratio de dette pour equity, on ne prend pas la valeur market cap à l'instant T, mais une trailing market cap de je ne sais plus combien de jours, enfin bref. Donc il me semble qu'il y a un truc comme ça. Bon là globalement ça reste une entreprise qui a de la dette mais qui n'est pas non plus hyper endettée. Donc ce ratio de toute façon c'est toujours pareil, mais là ce sur quoi il faut faire attention c'est qu'évidemment vous n'ayez pas une charge de la dette qui soit très largement supérieure, d'accord, en termes de market cap. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui a une dette largement... Bon, de toute façon on va faire un exemple très prenant pour que vous compreniez le délire. Si on prend Tesla, ils sont où Tesla? Tesla. Voilà. Si on prend Tesla, vous allez voir, c'est pas du tout la même. Donc, la Tesla, voilà. Hop. Le debt to equity ratio, on est à 1,81. Donc là, ça veut dire que la charge de la dette est considérable par rapport à la valeur de l'entreprise. D'accord? Donc là, évidemment, plus vous avez de debt to equity ratio, plus évidemment, ça va être risqué de se positionner sur ce genre de valeur en fin de cycle. Quand je dis risqué, ça veut juste dire que, toujours pareil, le risque, ça ne veut pas dire on ne peut pas acheter cette valeur. Ça veut juste dire que la valeur est plus risquée, que c'est exactement ce que je vous disais ce matin dans le brief. Tesla, on ne sait pas du tout dans quel contexte on est. Ça se trouve, ça c'est un marché qui va cracher et qui va derrière. Là, il est en train de faire sa phase espoir potentiellement, et derrière viendra la phase de désespoir, et la valeur peut très bien retourner mourir vers la zone des 200, voire même retester 160 avant éventuellement de repartir plus tard. C'est tout à fait possible. Donc, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il en soit, ici, c'est beaucoup plus risqué d'acheter une valeur qui a un ratio dette sur bénéfice, qui est... alors, c'est pas dette sur bénéfice du coup, mais voilà. Le principe ici, c'est que comme ce risque est grand, ben, moi, sur cette valeur-là, je vais demander des niveaux de retracement beaucoup plus grands. C'est-à-dire que Tesla, je l'ai acheté alors, pile poil en bas, là, pour le coup, et 63% de décote par rapport au sommet. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'autres valeurs que j'ai payées qui ont perdu, on va dire, 45 à 50%. 63, c'est donc plus violent. Après, il y a un autre aspect fondamental, c'est que dans un stock pick, vous allez devoir acheter des choses dans lesquelles vous croyez. On n'achète pas ce qu'on veut, d'accord? On n'achète pas juste n'importe quoi. Parce qu'en fait, des opportunités, il y en a des millions. C'est-à-dire que si vous deviez juste dire, je vais essayer de choper les meilleures opportunités graphiques, eh bien, bon courage, parce qu'il y a une infinité de valeurs. Alors, pas une infinité, mais il y en a tellement que vous n'aurez jamais le temps d'analyser tout ça. Donc, le principe, c'est qu'il faut faire un pré-tri. Donc, le premier tri, la première couche de triage, c'est déjà qu'est-ce que vous pensez. Tout comme je vous dis souvent dans un trade, au final, la première étape, l'étape 0, en fait, avant l'étape 1, qui est de contextualiser son marché, c'est déjà d'avoir un avis
de se construire un avis. Un avis, alors après, s'il est bon, il n'est pas bon, on s'en fout. En fait, il y a plein de gens qui s'arrêtent là-dessus à dire qu'est-ce qui se passe si tu as tort? Ben si j'ai tort, c'est pas grave. L'activité de trading, c'est pas d'avoir raison. L'activité de trading, c'est d'optimiser ses prises de décision pour qu'elles soient économiquement, stratégiquement plus rentables. Donc là, ben, le but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir une idée à la base. Donc, essayez de vous poser la question. La question ici, elle est simple. C'est pas de prédire le futur, mais de se projeter dans le futur hypothétique que vous allez imaginer. Et de vous dire, bon, ben, au sein du prochain cycle économique, voilà ce que j'imagine. Voilà. On est vraiment dans le domaine de l'imaginaire ici, et il ne faut pas vous en vouloir là-dessus. Ça fait partie du travail. Donc, creusez-vous un peu les neurones, et dites-vous, qu'est-ce que j'imagine dans 5 à 10 ans? Parce qu'on parle d'un cycle économique, c'est minimum 5 ans, et ça dure rarement au-delà de 10 ans. Donc 5-10 ans, c'est très dur de se projeter dans 5 à 10 ans, imaginez-vous le truc. Enfin, voilà. Mais il faut faire cet exercice. C'est pas bien méchant, et encore une fois, le but ici, c'est pas de vous tétaniser par la peur de vous tromper, mais de vous dire, il faut juste avoir un peu de conviction. C'est quand même la base. C'est le point de départ. À partir de là, donc, on va soit identifier directement des valeurs, c'est-à-dire on va se dire, cette entreprise, elle va faire partie du futur. Là, dans ce cas-là, évidemment, on va faire l'analyse graphique de cette machine-là, on va étudier le risque associé à un investissement sur cette valeur-là, et choisir, à la fin, quelle portion du capital on va y allouer. OK? Pas de stop loss, comme on l'a dit. La seule réponse qu'on va obtenir après une analyse en stock pick, c'est est-ce que oui ou non cette valeur est graphiquement intéressante à acheter. Si la question est oui, à quel prix on l'achète, vers quel prix on l'achète, quel type de contexte on a, donc à quel type de renversement on s'attend. Il y a les cracks, comme on a dit, il y a les valeurs qui font des consolidations rapides, des consolidations construites. Ça, je vais vous l'expliquer dans la phase technique. Et évidemment, la dernière réponse qu'on doit apporter, combien de pognon j'y mets? Et c'est ça en fait. L'aspect risque ici, c'est pas quelle est la taille du stop loss et quelle est la taille de position. Ici, il n'y a pas de stop loss, donc c'est uniquement quelle est la portion relative de mon capital que j'investis là-dedans. Ok? Donc on choisit quelques valeurs de cœur entre guillemets. Évidemment, interdiction formelle de ne faire que ça. C'est-à-dire que si on doit prendre 20 valeurs, on ne prend pas 20 valeurs qu'on apprécie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on en prend toujours 2 ou 3 qu'on apprécie particulièrement, des valeurs, des boîtes. Où j'achète une boîte, pas parce qu'elle est dans un secteur en particulier, juste parce que c'est cette boîte-là. C'est le cas de Tesla, pour moi, c'est le cas de Virgin Galactic. C'est des trucs comme ça que j'achète parce que pour moi, la boîte représente quelque chose que je vois venir dans le futur. Maintenant, ça se trouve, je me plante complet, et c'est ce genre de truc. Pour moi, dans ces boîtes de cœur, il y a Tesla, il y a Electronic Arts, il y a donc SPCE, donc Virgin Galactic. Le reste, c'est pas vraiment des trucs qui me font super bander, mais c'est des entreprises qui sont dans des secteurs d'activité dans lesquels je veux être positionné, et c'est elles que j'ai choisies. Alors après, si j'avais voulu faire un stock picking parfait, bon là j'ai pas eu trop le temps de le faire, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais quand on veut faire un stock picking parfait, ce qu'on fait c'est qu'ensuite on va se positionner dans le secteur d'activité, et on va regarder chaque valeur par rapport à un indice sectoriel. C'est-à-dire, par exemple, dans le secteur télécom, vous prendrez l'indice télécom français, et puis vous comparerez les différentes valeurs, on va dire toujours dans les grosses caps. Donc vous en avez en général 4 ou 5 minimum à étudier, et vous allez devoir étudier relativement par rapport à l'indice de ce secteur, qui propose les ratios risque-rendement les plus intéressants, c'est-à-dire qui a la structure de prix la plus propre, voilà, enfin, qui a le profil de risque qui correspond le plus à ce que vous voulez faire. Donc moi après, en Europe, je voulais me positionner sur un secteur très particulier, les télécoms. Bon, mon choix s'est porté sur Iliad, ça aurait pu en être un autre, c'est comme ça. Bon, après je ne reviendrai pas nécessairement sur cette phase-là, mais là ici c'est plus de dire, étudier le profil de risque de ces entreprises. Il y a toujours du bon et du moins bon, c'est-à-dire qu'encore une fois, si vous vous dites, oh ouais là c'est le truc parfait, c'est absolument cette boîte qu'il faut, c'est que vous avez probablement fait une mauvaise analyse. Il y a toujours du bon et du moins bon. Chez Free, il y a quand même beaucoup de merde aussi. Et notamment la dette là-bas aussi. Donc il faut faire attention, mais voilà, c'est jamais tout parfait, mais au bout d'un moment, il faut quand même faire des choix, il faut bien y aller. Et voilà, après, il y a des trucs qui marcheront, d'autres trucs qui ne marcheront pas, tout ça, on verra. Donc pour moi, il me fallait le secteur des télécoms, le secteur des utilities. Donc pour ça, j'ai choisi RWE en Allemagne. Bon, voilà, ça aurait pu en être d'autres. Et General Electric. J'ai en valeur techno, donc Xiaomi toujours, qui est elle en buy and hold depuis un an et des poussières.
bientôt. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour l'instant? Alors Electronic Arts pour les jeux vidéo et Cisco Systems pour la partie un peu infrastructure et infrastructure réseau qui m'intéresse pas mal. Il y aura Amazon qui rentrera, mais pas pour l'instant. Il va falloir que ces prix baissent considérablement. Tiens, voilà. D'ailleurs, Amazon, c'est un bel exemple d'une valeur qui m'intéresse, d'une valeur que je prendrai en portefeuille, mais qui ne propose pas, à l'heure actuelle, un contexte relatif. Est-ce que j'achète un truc comme ça? Bah non. Voilà. Moi, Amazon, j'achèterai si on commence à aller vers les 1100, 1200. Vous allez dire, mais c'est super loin, on n'ira jamais fil. Eh bien, si on n'y va pas, je ne l'achèterai pas. C'est pas grave. Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir Amazon en portefeuille et je ne l'achèterai pas tant qu'elle ne sera pas dans cette zone-là. Allez, le minimum sera déjà au moins 1005. Donc moi, tant que ce n'est pas à 1005, voire à 1200, 1100, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et elle ne sera pas en portefeuille si elle ne peut pas proposer les prix qui m'intéressent. Voilà. Donc le principe, c'est pour l'instant l'état dans lequel je suis. Voilà. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, minimum 10 valeurs, j'y suis. J'en ai même un peu plus parce qu'il y en a qui ne sont pas dans cette liste-là. Mais pas plus de 20. Parce que là, le but, c'est pas non plus de trop s'éparpiller. Voilà. Et c'est surtout que si vous en prenez 30, 40, 50, ça devient des toutes petites parts de capital derrière. Parce qu'il y a une règle ici dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est absolument essentielle. C'est le niveau maximal d'investissement qu'il faut faire dans ces phases-là. Dans la phase 1, c'est quoi qu'il arrive, on n'investit jamais plus de 50 à 60% du capital. Dans cette phase-là, comme on ne sait jamais où va se trouver le bottom du marché, il faut toujours garder du mou, garder de la réserve, garder du cash. Donc à cette première phase d'investissement, celui qui est dit « Allez, c'est bon, all-in, je mets tout mon capital, je ne garde plus aucune liquidité, j'investis tout !» Super, qu'est-ce qui se passe s'il a acheté à moins 40 et que le marché fait moins 70? Ah bah voilà, il a dans le cul. Donc surtout aujourd'hui, dans le cas où on est avec le coronavirus, où on ne sait absolument pas. Alors quand vous regarderez cette vidéo dans le futur, peut-être vous direz, ah ouais putain, mais au final on ne savait pas quel carnage c'était le coronavirus, on s'est tapé 3 ans de récession derrière et le type il a acheté, on n'était même pas à 2-3 mois. Ouais, bah voilà, j'en sais rien. Peut-être que ce sera ça le futur. Peut-être qu'en attendant, vous direz, ah ouais, bon, coronavirus, au final, c'était une super belle opportunité d'investir. Ils sont trop balèzes, les mecs qui ont acheté le bottom en mars 2020. Donc voilà, on verra. Avec le recul, ce sera beaucoup plus facile de faire l'analyse. Par contre, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc contextualiser ce truc de coronavirus, quel impact économique ça va avoir, c'est la merde. Maintenant, est-ce que pour autant, il ne faut pas acheter? Je pense que c'est une très mauvaise question. Donc, ici, on fait une gestion du risque. On prend son contexte et on se dit, ok, manque de visibilité, je sais qu'en temps normal, il ne faut pas faire plus de 50-60% du capital investi dans cette phase spéculative, répartir son capital entre 20, 30, entre minimum 10 boîtes, pas trop, donc pas plus de 20, donc entre 10 et 20. Voilà, donc j'ai mes ordres de grandeur, comment je vais les moduler par rapport au risque global de la situation? Bon ben voilà, moi ça n'aurait pas été coronavirus, ça aurait été juste un gros pullback de marché, j'aurais probablement mis 50 à 60% du capital, je serais allé au max. Là, évidemment, je divise par 2 parce que franchement, ça manque de visibilité. Donc je suis à un petit peu plus de 30% du capital investi, ce qui veut dire donc quasi 2/3 de mon capital qui est du capital liquide, disponible. Ce qui veut dire que si je me suis planté et que ce n'est pas maintenant le timing d'investissement, le prochain timing pour moi, ce sera vers moins 60. C'est-à-dire que là, maintenant, si on va plus bas, je ne fais plus rien tant qu'on n'est pas à moins 60 sur les indices. Alors, c'est pas, ça fera pleurer pas mal de gens si on y va, mais c'est voilà. Pour moi, il y a des zones dans lesquelles j'investis. Il y a une première zone qui demande minimum 25 à 30% de repli des indices, c'est la phase dans laquelle on est. Et il y a une deuxième phase qui demande au moins 50% de consolidation, où là, vraiment, on est en général dans des problèmes de type structurel, systémique. Et voilà. Donc, gardez, aujourd'hui, comme je ne sais pas si on va avoir et déclencher un risque systémique dans les mois qui viennent, je reste préparé à ce risque-là. Comment je m'y prépare? Non pas en disant je vais revendre ce que j'ai acheté, non, c'est du buy and hold, il n'y a pas de stop loss. Donc il n'y a pas de stop loss, je n'invaliderai pas les positions qui ont été prises. Par contre, je garde du cash pour renforcer éventuellement ces positions si on devait glisser sous la zone de risque inférieure qui se glisse sous les 50% de baisse indicielle. Et là, il y a systématiquement toujours donc problème systémique, c'est-à-dire des événements de crédit ou des éclatements de bulles spéculatives. Ici, pour moi, il n'y a pas spécialement de bulles spéculatives. Il y avait des excès boursiers, oui, mais pas des bulles spéculatives, des excès de valorisation sur certains trucs. Mais par contre, on a une grosse bulle de crédit. Donc ça, le problème, c'est que si la bulle de crédit explose, là, évidemment, ce sera risque systémique inévitable. Donc pour l'instant, ça tient. On saura dans le futur si ça aura tenu, pas tenu. Mais voilà l'état actuel de mon portefeuille et la logique que vous devez avoir dans un stock picking
il faut prendre en compte le risque. Voilà. Bien évidemment, si la bourse elle est déjà à moins 50 quand vos premiers signaux d'achat arrivent, bah là on met le carton plein direct, on y va tout de suite avec 50 à 60% du capital investi. Voilà. Donc là, comme on est un peu le cul entre deux chaises et que je n'ai pas le sentiment personnel qu'on ira plus bas, mais je suis totalement pas débile sur le fait que je n'en ai pas la moindre certitude non plus, je réagis donc par une prise de risque modérée. Mais prise de risque quand même. Voilà. Maintenant, on en vient à la partie technique, comment on compare différentes valeurs. Vous allez me dire, putain, c'est chiant, voilà. Donc moi, pour moi, dans ce panier, il y a toujours différentes choses. Les valeurs de croissance, ou en tout cas des valeurs qui ont connu de fortes phases préparatrices de croissance, donc pour moi type SPCE et de Tesla, c'est souvent des valeurs que vous allez voir s'envoler un peu comme ça. Donc ça veut dire deux choses. Soit c'est des bulles qui explosent, et c'est-à-dire qu'on les achète en pensant que c'est le futur, machin, et puis au final, bah, ce ne sera pas le futur. Alors là, quand elles crachent, celles-là, elles perdent 80% de leur valeur minimum derrière. Donc autant vous dire que là, en ayant acheté à moins 60, ça se trouve, ça fera bien plus que ça derrière, en termes de pertes. Même chose pour Virgin Galactic, c'est totalement une action ici là, qui peut finir là, et ça vaudra que chi dans le futur. Par contre, ça peut aussi être ce que j'appelle les secousses avant le séisme. C'est-à-dire qu'il y a des activités spéculatives relativement agressives qui, à l'échelle de ce qui peut se produire derrière sur le cycle économique suivant, ne seront rien du tout. Alors je vais essayer de mettre en pause le temps de chercher un exemple de tout ça. Bon ben voilà, au final je ne pouvais pas faire mieux que Apple. Donc vous avez Apple par exemple dans le crash des années 2000, donc là vous avez une belle valeur qui s'envole, ça s'envole bien, donc on quitte une zone ici, alors attention c'est parce qu'il y a eu des splits, ça ne s'est changé pas à ce prix-là à l'époque, mais donc voilà, ici on a une valeur qui prend 400-500% très très vite, s'écroule, mais s'écroule littéralement derrière, boum, allez, moins 80, et vous voyez en fait ça, cette phase de bam bam, le one shot, c'est une phase préparatrice d'un énorme cycle de croissance derrière pour la valeur, cycle dans lequel on est toujours au jour d'aujourd'hui. Donc c'est juste pour vous faire comprendre l'amplitude du truc, c'est-à-dire qu'effectivement à l'époque le mec qui se serait dit mais t'es complètement con d'acheter Apple à 1 euro, je pense qu'il ne dirait pas du tout la même chose aujourd'hui, puisque là, pour le coup, acheter à 1,80 €, la revendre à 300 $ 20 ans plus tard, même avec l'inflation ici, c'est quand même sacrément rentable. Donc, c'est un des types de valeurs. Des types où on a des activités relativement spéculatives et très volatiles sur la fin du cycle précédent, mais qui ne représentent rien par rapport aux gains futurs que peut réaliser cette entreprise. En tout cas, son pricing futur, le pricing de son action. Donc ça évidemment c'est à double tranchant, parce que vous ne savez jamais trop. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que soit Tesla dans plusieurs années, ça vaudra bien plus que ça. Alors évidemment il y aura des splits d'actions, même chose, mais peut-être qu'à valeur nominale d'une action à l'heure actuelle, peut-être que dans 5 ans, Tesla ça vaudra 5, 6, 7 000 $. Qui sait? Et qu'à l'échelle d'Apple, dans 10 ans, enfin voilà, dans 10-15 ans, Tesla ça vaudra peut-être beaucoup plus cher que ça. 10 à 20 fois le prix actuel, par exemple. Euh, Possible, mais prenez le schéma d'Apple. Voilà. Je n'ai pas dit que l'histoire ne se répète pas, et c'est surtout que pour faire un Apple, il y a eu tellement de concurrents qui se sont effondrés que voilà. Donc il faut faire très attention à ça. C'est très risqué, mais par contre, ces actions-là, quand vous les avez après, c'est des trucs que vous pouvez garder en portefeuille des dizaines d'années, enfin une bonne dizaine d'années, pour essayer de récupérer de très gros gains. Donc beaucoup de risques, mais par contre, ce n'est pas des trucs qu'il faut sortir dès que ça fait x2, quoi. Voilà. Une valeur de croissance, moi je tire un premier bénéfice partiel x2, ça c'est clair, mais tellement partiel que je prends 10-15% de bénéfice. Par contre, en général, ces actions-là, après, je les garde. Je les garde jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du cycle économique, où là, par contre, je prends une part de bénéfice plus fort. On parlera de la structuration du portefeuille dans la prochaine émission plus que celle-là, mais vraiment dans l'idée, il faut que vous compreniez qu'au début, on pose les bases. On prend quelques valeurs de cœur potentiellement porteuses de croissance qui auront ou non ce potentiel de croissance, mais on ne le saura pas avant plusieurs années. Voilà. Ces actions-là, elles ne se réactivent pas très vite. Donc ne vous imaginez pas que Virgin Galactic, c'est là dans un an. Si c'est le cas, ce ne sera pas normal. Donc je la sortirai probablement du portefeuille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces valeurs, elles stagnent par là, qu'elles reconstruisent un peu de valeur et qu'ensuite elles décollent pendant le cycle de croissance. Voilà. Même chose sur Tesla. Tesla, je veux qu'elle reste là longtemps et qu'ensuite elle redécolle dans quelques années. Voilà.
Donc, psychologiquement parlant, d'accord, ça c'est pour la partie technique. Donc, pardon, on finit la partie technique. Donc, ces valeurs-là, généralement, comme je vous dis, c'est typique des valeurs de croissance, d'avoir un gros mouvement volatile sur les fins de cycle précédentes. C'est-à-dire, ça monte en flèche et puis elle s'écroule derrière. Hein, voilà. Mais encore une fois, ça ne présage rien du cycle économique suivant. C'est simplement que, voilà, pour moi, Tesla, ça n'a pas changé le monde pendant le cycle précédent, et ça peut changer éventuellement le monde dans le suivant. C'est un pur pari spéculatif, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, même chose sur Virgin Galactic. Hein, tu n'as pas entendu parler de Virgin Galactic pendant plusieurs années, et je pense que tu en entendras parler dans les prochaines. Mais on n'en sait rien. Encore une fois, ne copiez pas stupidement mon positionnement. Hein. Je vous le partage pour que vous compreniez la logique, mais je n'ai pas fait ça dans l'avertissement. Si vous regardez cette émission, et le seul truc que vous dites, c'est ah putain, il y a un professionnel, il achète ça, ouais, je vais peut-être faire pareil. Non. Alors pourquoi? D'une, parce que c'est mes convictions, pas les vôtres. Donc, comme je l'ai dit, une idée et un stock pick, ça part d'abord de se construire un avis, une idée, et ne prenez pas bêtement et stupidement, pour argent comptant, l'avis de quelqu'un d'autre. Vous pouvez prendre une partie de ce que je vous ai dit ici, mais si vous êtes d'accord avec tout, c'est extrêmement dangereux, et que vous vous dites, je veux exactement les mêmes trucs. C'est probablement que vous avez un raisonnement qui est très mauvais là-dedans. Donc on se construit son idée, on répartit intelligemment son portefeuille entre des valeurs très agressives, des valeurs de cœur et des valeurs beaucoup plus défensives dans des secteurs plus safe comme les utilities et les télécommunications. Hein, on va chercher des secteurs plus safe, un peu moins volatiles pour pondérer l'exposition du portefeuille. On ne dépasse pas les niveaux maximum d'exposition et vu le contexte actuel, perso, je pense qu'être investi à plus de 30-40%, c'est de la folie furieuse. Les structures de consolidation donc sur les valeurs de croissance, c'est ça, c'est souvent de la forte volatilité. Sur les autres, comme par exemple General Electric, ce qu'on va rechercher, alors General Electric pour moi c'est vraiment le typique de la utilities, hein, d'accord, c'est-à-dire c'est généralement des valeurs pas du tout recherchées, elles se font massacrer sur les fins de cycle et elles se font déchirer encore plus sur les structures de baisse. Donc voilà. Et par contre, ce sont des valeurs que vous allez retrouver extrêmement survendues et qui proposent ce qu'on appelle donc des value stocks, c'est-à-dire des trades qui sont sur des prix de revient de l'action tellement faibles par rapport au profit des entreprises. C'est-à-dire ça, c'est des entreprises qui font des profits, hein, General Electric et compagnie, il n'y a pas de souci, ça fait ça depuis 20 ans. Mais le principe, c'est qu'aujourd'hui, le prix associé au risque de posséder ce titre est tellement faible que c'est ce qu'on appelle vraiment un value stock. On appelle value parce qu'en fait, on est tellement sous la valeur réelle de l'entreprise que ici, on ne va pas non nécessairement chercher à créer de la croissance, mais juste à recréer une structure de demande. C'est vraiment des actifs refuges. Parce que ça, en fait, en général, ces actifs-là retracent vont chercher des niveaux de retracement. Et c'est juste de dire que ces simples niveaux de retracement proposent des rendements exceptionnels à des risques relativement limités, mais simplement dans les premières phases du cycle économique. C'est-à-dire que moi, je fais du value stock dans le premier cycle, et les value stocks, en général, je les sors dans la prochaine phase d'investissement, mais on en reparlera. Donc le principe ici, c'est de targeter les FIBO. Voilà. Donc pour moi, on a déjà fait l'année dernière le premier coup du value stock sur General Electric. J'en ai toujours, hein, donc. Et je vise maintenant le prochain, 38, vers la zone des 16, qui est une belle zone d'objectif. Donc j'attends et je ne vais pas tarder probablement à renforcer General Electric en vue de ce truc-là. C'est de dire, quand vous renforcez à 6-7, hein, qui est la zone qui m'intéresse, et que vous visez ça, ça fait quand même 150% de rendement. Je vais juste vous dire comme ça, voilà, 150% de rendement, c'est quand même pas mal. Donc on est loin évidemment des rendements, comme on a vu, des valeurs de croissance, qui font 10 à 20 fois parfois leur valeur initiale en début de cycle. Là, on n'est clairement pas sur des trucs, sur des multiples aussi faramineux, mais ça, c'est des valeurs à prendre en portefeuille dans la première partie du cycle économique, parce que, comme je vous dis, ces valeurs étant massacrées, et comme les autres gérants ont généralement la même mécanique d'investissement, actifs risqués pondérés à côté par des actifs refuges, et en fait, ces actifs refuges, ils ont une valorisation qui monte relativement bien. Par contre, l'erreur à ne pas commettre sur ces valeurs-là, c'est de se dire « Waouh, j'ai fait 100%, je vais faire 200 ». Non, voilà. Sur ces valeurs-là, on ne vise pas des reprises haussières, on vise simplement des retours vers des niveaux de résistance. On retourne à chercher la valeur, on cherche les retours aux moyennes mobiles, tout simplement. Mon objectif, quoi qu'il arrive, c'est viser le FIBO 38, mais je n'irai jamais plus haut que cette moyenne. Dès qu'on retrouve cette moyenne, pour moi, il y aura de prise de profit. Donc plus on passe de temps à remonter sur des value stocks, plus le rendement diminue. Mais par contre, les rendements restent normalement relativement intéressants. Évidemment, ces valeurs-là, tout comme les valeurs de croissance, on fait le point dans un an.
C'est-à-dire, moi, j'attends qu'il y ait un premier cycle de hausse mensuelle, et au bout de ce cycle haussier mensuel, je ferai le point de qui a proposé quel type de rendement. C'est le moment où on encaisse, en fait. Donc, on attend un cycle haussier mensuel sur ces valeurs-là. OK ? Moi, c'est tout simplement, j'attends le moment où ce cycle-là, là, il va se mettre en haut et qu'on en aura eu deux. Voilà. Théoriquement, ça se fait en deux cycles en général, statistiquement. Ici, on devrait avoir quelque chose comme un premier cycle et puis un deuxième. Voilà. Ça peut se faire de manière très lente. Encore une fois, ici, je ne vous marque pas le chemin du prix, hein, je vous marque les cycles. Ça peut très bien, rappelez-vous, un cycle, faire un truc comme ça. Hein. Voilà. Ça peut très bien faire ça. Rappelez-vous, tout comme ça peut très bien ici faire un V-bottom et derrière, après, mettre 2 ans à faire ça. Voilà. Bon, normalement, je vous dis, un value stock, je le dégagerai quoi qu'il arrive, General Electric, à mon avis, au maximum 2023. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, je ne tiendrai pas ce truc-là plus de 2 à 3 ans, puisqu'un value stock, j'en veux pas trop, et comme je vous dis, de toute façon, la moyenne va se dégrader. Voilà pour le principe de fonctionnement. Alors évidemment, donc sur les valeurs de croissance, hein, celle-là et celle-là, c'est qui tout double. C'est-à-dire que soit derrière, je juge que l'argent sera mieux alloué ailleurs, donc je vais récupérer bénéfices ou pertes et réallouer le capital ailleurs, soit je trouve la réaction relativement fiable, et comme je vous dis, je ne veux pas un truc qui rebondisse et qui revienne chercher des résistances très vite, je veux un truc qui stabilise la volatilité et qui construit de la valeur, c'est-à-dire quelque chose qui construit un range. Si je vois que ces valeurs, elles construisent un range dans un an, eh bien très probablement, je garderai mes capitalisations là-dessus, voire des petits renforts. Et bien écoutez, ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Donc pour du value stock, on a dit on vise du retracement. Pour des activités de croissance, on vise la formation de range et on va essayer de naviguer ce range initial sans jamais revendre. On est bien d'accord. Le but ici, c'est juste de prendre des petits profits, réinvestir ces profits, prendre des petits profits, réinvestir, prendre des petits profits, réinvestir, prendre des petits profits, réinvestir. Ça permet d'augmenter petit à petit la taille de la position en naviguant un peu ce range. C'est quelque chose qu'on fait relativement doucement. C'est-à-dire qu'en général, en un an, je vais faire 2 à 3 renforts là-dessus, mais c'est une valeur que je vais surveiller, donc sur des cycles plutôt de type hebdomadaire. Voilà. Essayer de naviguer les cycles hebdomadaires dans le range, c'est à peu près ça la théorie que je vais mettre en place sur les valeurs comme Apple et SPCE. Et Xiaomi. Ça va être à peu près la même chose pour Xiaomi. Les valeurs défensives, donc vraiment viser du FIBO, là beaucoup de patience, pas de renfort, c'est vraiment du one shot, on rentre sur des valeurs et on attend sagement que ça produise le rendement, pas de renfort, pas de gestion du risque là-dedans. On est simplement en mode ça rentre, ça sort dès qu'on obtient des valeurs de retracement ou des croisements de moyenne, on se barre. Sur les valeurs que je veux tenir un peu plus, c'est-à-dire les valeurs intermédiaires, comme par exemple les télécoms, là, ça va être un petit peu plus chiant. Pardon, je me trompe de bouton. Voilà. Dans le sens où, pour ma part, je me dis, un truc comme Free, c'est totalement possible que ça produise un beau rendement, c'est-à-dire un changement, enfin un mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas un value stock. Iliad, mais ce ne sera pas non plus la valeur de croissance du millénaire, quoi. Mais je pense qu'elle peut proposer un beau cycle de croissance où là, pour le coup, rentrer sur des prix par là, c'est très très intéressant derrière de viser des x5, x6. Là, on n'est pas sur du x20, mais on n'est pas non plus sur juste un value stock où je vais essayer de faire 1 à 2 fois maximum le rendement initial. Donc, ici, c'est un entre-deux. Donc, vous vous dites, déjà, le profil de risque, donc là, je suis content, parce que ça va bien consolider sur Iliad, on est bien revenu tester des anciens niveaux relativement historiques, et ça réagit de manière très positive. Je pense que c'est une valeur qui peut recréer sa croissance relativement vite. Autrement dit, ici, vous avez quelque chose qui risque de retracer profondément. Donc, moi, je vous le dis, Iliad, je vise sans problème le 174, ici, alors qu'on est encore qu'à 127, hein. Donc pour moi, c'est vraiment viser des premières zones ici, des retracements relativement profonds, et ici, en fait, prendre quasiment un rendement indiciel. Voilà. Ici, vous pouvez quasiment les traiter comme les indices. C'est-à-dire, je pense qu'elle va tout doucement, mais sûrement se rediriger vers ces zones-là, faire le fameux pullback d'accumulation, d'accord. Et ici, hop, voilà. Pour moi, cette valeur, elle fait vraiment un truc comme ça. Elle fait le suivi du cycle économique, et après, on relâche le bobet, on prend les bénéfices, etc. Quel niveau ça ira visiter, j'en sais rien, mais simplement, tant qu'elle va suivre probablement le rendement indiciel, ça m'intéressera. Voilà.
dès qu'elle se dépareillera du schéma indiciel, c'est là où il faudra regarder, est-ce qu'elle va surperformer l'indice ou surperformer l'indice. Donc là, c'est plutôt de dire, ça, je vais faire un bilan dans un an et regarder comment elle s'est comportée par rapport, d'une part, à son indice sectoriel, et d'autre part, par rapport à des indices plus globaux, comme par exemple un rendement de CAC 40 ou un rendement de Eurostoxx 500. D'Eurostoxx 600, pardon. Donc c'est à peu près un truc comme ça. Je vais regarder par rapport à une base large française et européenne, comment elle s'est comportée par rapport à son indice sectoriel. Et si je décide par exemple qu'une autre entreprise de son secteur d'activité pourrait proposer de meilleures performances parce que sa structure graphique est plus intéressante et sa situation financière aussi, eh ben je retire le capital de celle-là pour la mettre sur l'autre. Voilà comment ça fonctionne dans le schéma de pensée. Pour la psychologie, et on va finir là-dessus, la psycho c'est très simple, si vous n'êtes pas foutu de tenir un trade un an, c'est pas la peine de faire du stock picking, c'est tout simplement impossible. Ça va demander beaucoup de patience, d'ailleurs si vous n'êtes pas capable d'ancrer ça dans votre cerveau, qu'ici on fait de l'hebdomadaire et du mensuel, et que vous regardez votre action Iliad ou votre action ABC ou votre action peu importe laquelle, si vous regardez vos actions tous les jours, ça ne va pas le faire. Parce que si vous dites « Wow, putain, trop bien, aujourd'hui l'action a pris 8%. » dans 2 jours, vous allez dire « Oh putain, l'action a perdu 7%, je deviens fou. » Voilà, ça sert à rien. Encore une fois, on regarde éventuellement une fois par semaine, on fait le point. On regarde un peu quelles ont été les clôtures daily, on regarde si on atteint des niveaux clés, mais surtout, on ne regarde pas ces graphiques en dessous de ça. Voilà. Donc moi, si vous comprenez bien, par exemple, Iliad, ça m'intéressait bien parce qu'on arrivait sur les contextes vendeurs. Ici, ça m'intéressait bien parce qu'on arrivait sur les contextes acheteurs en daily. C'est le canal de tendance que vous voyez là. Donc, traitez uniquement les zones qui font du sens. Alors, moi, évidemment, j'utilise mes outils, mais comme d'hab, c'est qu'une méthode. Il y en a plein des méthodes. Le principe, c'est tout simplement que vous utilisez toujours les mêmes outils. Donc, utilisez vos outils de référence, quels qu'ils soient, et toujours vous fier à ces outils. Tant que vous n'êtes pas sur des zones proposées par ces outils, vous ne faites rien. Voilà. Et tout ce qui se passe entre-temps, c'est du temps. Et malheureusement, c'est que votre psychologie qui peut vous induire à agir alors qu'il n'y a pas d'objectivement parlant, rationnellement, raison de le faire. Donc faites attention à ça, c'est l'erreur à ne pas commettre dans ces schémas-là, de se pousser à regarder ces graphiques tous les jours parce qu'on a mis de l'argent et qu'on ne peut pas s'empêcher de savoir où son argent va, est-ce qu'il travaille bien, est-ce qu'il ne travaille pas bien. Tout ce qui est jugement de valeur à purement éviter, puisque justement le but c'est pas de savoir si ça produit bien, ça produit pas bien. Le but c'est de se dire on fera le bilan dans un an et si vous n'êtes pas foutu d'attendre, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc encore une fois, investir n'est pas une capacité absolument obligatoire et je vais terminer malheureusement ici avec un dernier message qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas de capital à investir, le stock picking ne se fait pas avec du crédit, qu'on soit bien d'accord. Puisqu'il n'y a pas de stop loss sur ces positions, elles ne peuvent pas être prises avec des leviers financiers. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 euros de liquidité et que vous vous dites, c'est pas grave, je peux faire comme Phil, puisque avec l'effet de levier du CFD, je peux sans problème acheter des actions. Puisque je peux les acheter, ces actions, même si je n'ai pas la valeur nominale de l'achat, c'est pas grave, je peux quand même acheter. Enfin, mon broker m'autorise à acheter des CFD. Ouais, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que vous traitez sur marge. Vous tradez avec vos 10 000 euros et vous êtes exposé sur les marchés à hauteur de 50, 60 000. Et puis, en réalité, ils viennent d'où les 50 000 qui restent? C'est de la dette. Ce qui veut dire que si vous perdez 10 000 euros sur ces 60 000 euros, c'est-à-dire si vous perdez ne serait-ce que 20% du capital, en fait, votre broker, il coupe les positions. Il va vous dire merci, au revoir, vous n'avez plus d'argent. En tout cas, moi, je ne vous prête plus l'argent qui reste. Alors que je vous ai dit, pas de stop loss. Donc, celui qui s'amusera à faire le mix très dangereux entre stock picking et effet de levier, je lui souhaite bon courage, parce que je peux vous dire comment ça va finir, vous allez perdre l'intégralité de ce que vous avez mis. Alors plus aujourd'hui, parce qu'avec l'ESMA, vous avez la moitié du capital qui est garanti, c'est-à-dire que le margin call se déclenche à 50% du capital, mais autant vous dire que ça n'a fait que réduire votre effet de levier, ça n'a absolument pas réduit votre risque de perte, qui est de l'ordre de 100% si vous jouez ce jeu. Vous êtes quasi sûr de perdre votre blé. Sauf si vous avez vraiment beaucoup de chance et que vous avez pris que des bons candidats, etc. Donc si vous faites un très bon travail, c'est super, ça va marcher et vous pourrez profiter non seulement donc des rendements et en plus de l'effet de levier. Mais si vous faites ça, j'aime autant vous dire que vous sous-estimez probablement un risque et qui risque de vous péter à la gueule, c'est le risque de vous retrouver avec vos 10 000 euros partis.
alors que ce n'était pas le but du jeu. Donc faites attention, stock picking, ça ne s'adresse qu'aux gens qui ont du capital à investir. Si vous n'avez pas ce capital, soyez rationnel. Si vous vous dites j'ai pas d'argent mais je peux gagner de l'argent comme tout le monde, eh ben apprenez que dans les marchés financiers ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous n'avez pas de capital, il va falloir construire un schéma de rendement encore plus long, c'est-à-dire exactement le même que celui que moi j'ai fait. Il faut des années de pratiques spéculatives, où là on peut avoir de l'effet de levier, où on peut trader comme il faut, sereinement, avec un capital limité, mais apprendre à se construire un capital doucement, au fil des années, et après, peut-être, un jour, vous aurez la capacité d'investir. Et qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui, je ne suis pas millionnaire, clairement loin de là. Le capital que j'investis est relativement modeste, mais je ne pouvais pas le faire il y a quelques années. J'avais tout simplement pas ce capital. Donc apprenez à construire d'abord votre capital. La spéculation, pour ça, c'est de loin la meilleure des choses, mais pour l'investissement, ici on est bien dans un domaine différent. Ne jouez pas les investisseurs si vous n'avez pas l'argent pour le faire. Voilà. Sur ces bons conseils, je souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je vous retrouverai très prochainement. On continuera ces séries-là, les semaines suivantes, etc. On a encore plein de sujets à aborder, mais celui-là, ça faisait longtemps qu'on devait le faire, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus qu'approprié.